Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Ethereum et son jeton l'ETH, la deuxième crypto du marché en termes de capitalisation qui fait actuellement beaucoup parler d'elle, qui fait couler beaucoup d'encre puisque c'est une crypto qui sous-performe le marché, qui perd de sa dominance face à Bitcoin et également par rapport à d'autres altcoins. Une crypto donc qui déçoit beaucoup au vu de ses performances passées et sur lesquelles il y avait beaucoup d'attentes sur ce cycle. Beaucoup ont déjà capitulé, beaucoup ont déjà vendu leur position, ce qui accentue le biais baissier, le pessimisme sur l'avenir du cours de l'ETH. Pour autant, le fondamental du projet, selon moi, reste encore très bon. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va aller un peu dans le détail des prochaines mises à jour, à savoir Pectra et Fusaka. Une vidéo donc qui va être un peu plus technique que celle de d'habitude, mais je vais tâcher de vulgariser le plus simplement possible. Pour cela, la vidéo sera basée sur ce rapport de Binance issu de Binance Research. C'est un rapport qui est gratuit, ils en font de manière régulière. Je vous mettrai le lien en description d'ailleurs si vous voulez aller le voir ou voir d'autres rapports proposés par Binance Research. Et on terminera la vidéo comme ce rapport en s'interrogeant sur l'avenir d'Ethereum. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et je partage du coup mon expérience dans l'investissement crypto sur YouTube depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir les différents types, les différents formats de vidéos que je peux proposer. Et si tu penses que ça peut être utile, eh bien, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos. Si tu débutes dans l'investissement crypto, j'ai mis à ta disposition dans la description un guide gratuit où je te présente toutes les bases nécessaires pour pouvoir te lancer sereinement dans l'investissement crypto. Dernier rappel avant de commencer, c'est le classique disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qui constitue cette vidéo n'est que le fruit de mes recherches, de mon interprétation et de mon avis. Donc ça reste très personnel et cela ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Alors les mises à jour Pectra et Fusaka, qu'est-ce que ça signifie pour Ethereum? Dans un premier temps, on ira voir quels sont les éléments clés à retenir pour ceux qui veulent un résumé, un concentré d'informations sans aller dans le détail. Vous pourrez donc vous arrêter à cette partie et ensuite, pour ceux qui sont un peu plus curieux, on ira un peu plus dans le détail de la mise à jour Pectra et ensuite de la mise à jour Fusaka et donc on terminera la vidéo en évoquant l'avenir d'Ethereum. Alors le premier élément, c'est que la domination d'Ethereum est menacée. Solana et la BNB Smart Chain comblent l'écart en termes de DEX et de frais générés. Je précise que ce rapport vient de Binance Research, donc ils sont forcément biaisés. Ils mettent en avant la BNB Smart Chain qui est leur blockchain. Pour autant, on va aller voir d'autres graphiques que ceux proposés dans ce rapport pour montrer qu'il n'y a pas évidemment que la BNB Smart Chain et au contraire qui vient concurrencer, on va dire, Ethereum. C'est le cas de Solana, BNB Smart Chain. Dans les faits, ça reste quand même relativement faible aujourd'hui. Les prochaines mises à jour de Pectra et de Fusaka devraient être déployées sur le réseau principal respectivement en mai 2025 et fin 2025. Après, voilà, il y a toujours aussi du retard sur Ethereum dans les mises à jour. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. En tout cas, voilà, c'est prévu 2025, voire peut-être ça va décaler un peu sur 2026. Et ils mettent en avant le fait qu'il n'y a pas de modification dans le code qui vise à renforcer l'ETH en tant que ultrasound monnaie, ni à améliorer Ethereum en tant que blockchain plus résistante à la censure. Effectivement, ça va plus être axé sur la scalabilité et l'expérience utilisateur. Juste une petite parenthèse sur l'ultrasound monnaie pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu le concept. L'idée, c'est d'avoir une monnaie dont l'offre devient de plus en plus rare avec le temps, grâce à un mécanisme de déflation. Si on remonte quelques années en arrière, Bitcoin était qualifié de sound money parce que son offre était limitée à 21 millions. Et en réponse à ça, les partisans d'Ethereum, eux, ont qualifié ETH d'ultra sound money avec la mise en place d'un système déflationniste donc qui vise à réduire l'offre d'ETH en circulation, contrairement à Bitcoin où l'offre est limitée. Donc il y a une réduction de l'inflation, mais il y a quand même toujours une petite inflation sur Bitcoin. Bon, dans les faits, depuis 2022, avec la mise à jour et le changement, le passage en preuve d'enjeu, Ethereum est devenu déflationniste. Pour autant, aujourd'hui, il est légèrement inflationniste, un tout petit peu, et c'est un terme qu'on emploie de moins en moins. L'idée étant de mettre en avant que ces mises à jour ne vont pas
tant travailler sur le jeton, sur l'ETH, mais plus sur le fonctionnement de la blockchain. La mise à jour Pectra va se concentrer sur le stacking, les blobs et l'account abstraction, tandis que Fusaka va se concentrer sur le staking d'Ethereum dans la data availability, donc on verra tout à l'heure un peu plus en détail de quoi il en résulte, et sur l'amélioration de l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine. Et pour la dernière partie sur l'avenir d'Ethereum, on abordera l'engagement entre Ethereum et les L2, en quoi c'est à double tranchant. Ensuite, on verra que la concurrence est extrêmement forte sur la partie data availability, qui est la disponibilité des données avec des concurrents comme Celestia, EigenDAI et NearDAI. Et ensuite, différentes pistes qui pourraient permettre de donner un peu plus de valeur à l'ETH. Alors, au niveau de la concurrence des blockchains de première couche, ici, donc, le rapport de Binance met ces deux graphiques-là. Moi, je voulais plutôt vous proposer ceux d'Artemis. On voit ici les adresses actives. On est sur une période de 5 ans. Les données sont agrégées par mois. On a Solana en vert, Ethereum en violet et BNB Chain en orange. On voit qu'en 2000, il n'y avait quasiment que Ethereum. Sur la fin d'année et début 2021 sont arrivés la BNB Smart Chain et Solana qui ont pris beaucoup de parts de marché. Dans un premier temps, la BNB a pris plus de parts de marché. Aujourd'hui, on est plutôt sur une dominance de Solana. Au niveau du nombre de transactions par jour, donc c'est Solana qui domine très largement. On est aujourd'hui à environ 14% de transactions sur Solana versus Ethereum où on va être à 1,3% et BNB Smart Chain un petit peu moins de 5%. En revanche, là où Ethereum va être loin devant les autres, c'est au niveau de la supply de stablecoin, donc également du coup au niveau des transferts. La TVL, il n'y a pas photo, Ethereum est loin devant les autres. Si on regarde ici avec toutes les blockchains, on voit Ether, Solana, BSC. Donc la BSC se positionne bien en troisième, mais reste quand même assez marginale. Enfin en tout cas, je dirais moins présente que Ether et Solana. Ici au niveau des volumes sur les DEX, on voit que Solana a pris beaucoup de parts de marché depuis 2024. Au niveau des frais et des revenus, on a Ethereum qui perd des parts de marché de manière un peu plus récente, plutôt depuis 2024, au profit principalement de Solana, mais aussi la BNB Smart Chain sur ce début d'année 2025. Donc pour résumer en termes d'activité de finances décentralisées, je dirais que Ethereum a encore le lead, mais c'est vrai qu'il perd des parts de marché au fur et à mesure des mois et des années qui passent. Et donc il est forcé aussi d'évoluer et c'est ce qu'on va voir du coup au niveau de ces mises à jour. Alors concernant l'upgrade de Pectra, initialement c'était prévu pour mars 2025 avec 11 EIP différents. Les EIP, ce sont des mises à jour du code, ce sont des évolutions sur la blockchain Ethereum en l'occurrence. Cela aurait représenté le plus grand hard fork depuis Duncan en 2024. Les développeurs ont donc convenu de la scinder en deux en raison de son ampleur. Donc Pectra et dans un deuxième temps Fusaka pour fin 2025, si tout va bien. En parallèle, il y a eu des petits soucis avec les réseaux testnet, Oleski et Sepolia, ce qui a également du coup décalé le lancement de la mise à jour Pectra. Et la mise à jour donc de Pectra sur le réseau principal est prévue pour le 7 mai 2025, encore une fois, s'il n'y a pas des nouveaux décalages dans les dates de lancement. Comme on l'a vu tout à l'heure, les principales améliorations de Pectra vont se concentrer sur le stacking, les blobs et l'account abstraction. La mise à niveau de code la plus importante, c'est l'EIP 7251 qui vise à élever le solde maximum pour le jalonnement de 32 ETH à 2048 ETH. Pour autant, le solde minimum requis pour faire fonctionner un validateur restera à 32 ETH. C'est juste que le solde maximal sera élevé, ce qu'on appelle le max EB, à 2048 ETH. Bien qu'un nombre plus élevé de validateurs puisse suggérer une participation accrue, la répartition des enjeux sous-jacents reste concentrée parmi peu d'entités, c'est ce qu'on verra dans le tableau tout à l'heure, et ça limite la véritable étendue de la décentralisation. Le souci par rapport au nombre de validateurs actifs, c'est que plus il augmente, plus le volume de messages requis pour que le réseau parvienne à un consensus sur son état actuel augmente. Les attestations de blocs sont les messages les plus fréquemment
propagée que les validateurs effectuent pour obtenir des récompenses. Cependant, le processus d'agrégation des attestations devient donc de plus en plus complexe avec l'augmentation de ce nombre de validateurs. Donc en gros, plus il y a de validateurs, plus le réseau met du temps à parvenir à un consensus. Le processus d'agrégation des attestations devient donc de plus en plus complexe et c'est pour ça que cette mise à jour donc vise à diminuer le nombre de validateurs. Comme on peut le voir ici sur ce graphique, on voit l'évolution donc du nombre de validateurs qui a dépassé le million en 2024. Et si on regarde dans le détail, on voit qu'il y a beaucoup de validateurs en fait qui appartiennent à une seule entité. C'est pour ça que quand on parle de décentralisation, c'est pas tant le nombre de validateurs, mais il faut aussi voir du coup les entités qui sont derrière. Donc c'est pour ça que le minimum reste à 32 ETH, mais que le maximum est augmenté. Et on voit donc ici potentiellement le nombre de validateurs qui pourrait y avoir en moins avec cette mise à jour. L'objectif de cette augmentation du max EB, c'est d'encourager les entités, donc ici affichées sur le tableau, ayant des participations importantes, à commencer à consolider leurs participations existantes. Et ainsi, si les 20 premières entités consolident leurs validateurs, on pourrait avoir une réduction de 782 000 validateurs, ce qui entraînerait une chute significative d'environ 70% du nombre de validateurs. Alors ensuite, concernant les autres EIP, la 6110 concerne les dépôts des validateurs. L'objectif, c'est de sécuriser, d'augmenter la sécurité de ces dépôts, de simplifier la complexité du protocole et d'améliorer l'expérience utilisateur en réduisant le délai entre un dépôt sur ce qu'ils appellent l'EL, la couche d'exécution, et l'activation d'un nouveau validateur sur CL qui est la couche consensus. Ensuite, l'EIP 7002 qui consiste à avoir des retraits déclenchables de la couche d'exécution. Actuellement, les validateurs ne peuvent quitter le système que via le propriétaire de la clé de retrait. Généralement, c'est le validateur. Avec l'EIP 7002, les contrats intelligents pourront détenir les identifiants de retrait du validateur et les utiliser pour déclencher des sorties du validateur sans l'intervention manuelle de l'opérateur. Cette modification vise à permettre des conceptions plus fiables pour les applications de stacking et à supprimer les hypothèses de confiance concernant l'honnêteté des opérateurs de nœuds validateurs. Ensuite, l'EIP 7685 qui vise à modifier le code pour établir un cadre général pour le stockage des requêtes déclenchées par des contrats intelligents sur la couche de consensus. L'objectif, c'est de pouvoir permettre aux contrats intelligents de déclencher directement les retraits des validateurs, donc l'EIP 7002 et les consolidations, EIP 7251 sur la couche de consensus. Donc tout ça, ça reste très technique. Ce qu'il faut en retenir, c'est que toute cette petite modification de code vise à simplifier, à décomplexifier le stacking sur Ethereum. Ensuite, on retrouve les EIP sur les blobs 7840, 7691 et 7623. Les blobs sur Ethereum, ils ont été introduits avec le proto-donksharding via l'EIP 4844. Ce sont des espaces de données temporaires et bon marché utilisés pour stocker les transactions des rollups sans alourdir la blockchain principale. En fait, l'objectif, ça va être de réduire les frais sur les solutions de deuxième couche tout en gardant la sécurité d'Ethereum. La principale modification apportée au blob sera l'EIP 7691 dans le cadre de la mise à jour Pectra où la capacité cible et maximale des blobs seront augmentées de 3 à 6 et de 6 à 9 respectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tarification des blobs est dynamique et elle est basée sur leur congestion. Donc lorsque l'utilisation des blobs atteint une limite cible de 50%, les frais de base sont appliqués pour réguler la demande de tous les layers 2. Pour chaque augmentation de l'utilisation des blobs au-delà de la limite, les frais de base augmentent de 12,5%. Et comme on peut le voir ici sur ce graphique, le nombre moyen de blobs a atteint la cible et ça a un effet indésirable qui est que les layers 2 retardent le moment où ils choisissent de renvoyer les données vers le L1 pour éviter l'augmentation du coût des blobs et ça affaiblit la garantie de sécurité pour l'utilisateur final. Donc l'augmentation du nombre cible et maximal de blobs dans cette mise à jour devrait répondre à ces préoccupations. Vitalik a également indiqué que son objectif idéal était d'atteindre 48 blobs et un maximum de 72 d'ici la prochaine mise à niveau majeure, donc à savoir Fusaka.
et prévoit d'exécuter le réseau de test selon ses spécifications une fois que Pectra sera en service. Et comme sur les précédentes mises à jour, les solutions de Layer 2 sont les principales bénéficiaires de ce changement. L'augmentation de la cible et du nombre maximal de blobs se traduit par une plus grande capacité de publication de données pour les Layer 2, ce qui devrait entraîner une baisse des coûts de publication sur Ethereum en tant que Layer 1. Par conséquent, les utilisateurs bénéficieront de frais de transaction réduits. Mais du coup, cela entraîne également une diminution des frais pour Ethereum, ce qui pourrait impacter négativement la valeur d'ETH en tant qu'actif. Pour autant, les développeurs se concentrent sur la feuille de route DL2 pour l'exécution d'Ethereum en évoluant, donc comme on l'a vu, l'espace blob pour assurer une croissance et une pérennité long terme. Il faut savoir que la fondation Ethereum a vraiment une vision long terme sur Ethereum et ne se focalise pas sur la valorisation à court terme d'ETH et de son utilité. Voilà, qu'est-ce qui ferait que ETH aurait de la valeur? C'est pas vraiment le souci actuel de la fondation Ethereum. Eux, ils ont une vision long terme sur Ethereum. Au niveau des autres EIP, donc l'augmentation des coûts des call data, donc c'est l'EIP 7623. En effet, avant les L2 utilisaient les call data pour stocker les données sur Ethereum de manière moins efficace mais permanente. Aujourd'hui, donc les L2 sont encouragés à publier sur les blobs, mais il existe des cas où les call data peuvent être moins chers que les blobs, et donc cette EIP vise à augmenter le prix des call data pour encourager les L2 à utiliser exclusivement les blobs, compensant peut-être avoir, ça c'est pas sûr, le coût de calcul du réseau lié au traitement des nouvelles données blob. La dernière EIP sur les blobs, donc qui est l'EIP 7840, introduit un nouveau champ dans la configuration client de la couche d'exécution. Il permet de définir dynamiquement un nombre cible et maximal de blobs par bloc et d'ajuster les frais de blob. On passe ensuite à la partie sur l'account abstraction, donc l'abstraction de compte. L'objectif est de rendre les portefeuilles Ethereum aussi flexibles que des contrats intelligents en ajoutant des fonctions comme la récupération de compte, des signatures en multisig ou des paiements automatiques de frais de transaction. Ça rend l'utilisation des portefeuilles beaucoup plus simple, beaucoup plus sûre et beaucoup plus personnalisable, surtout pour les utilisateurs non techniques. L'account abstraction, c'est vraiment la voie vers l'adoption de masse pour que chacun puisse utiliser des applications blockchain sans forcément avoir conscience qu'on est sur la blockchain. Donc, comme il est écrit ici, l'account abstraction, ça représente vraiment la vision du futur pour le développement d'Ethereum. Le IP 7702 permettra au portefeuille d'Ethereum classique, appelé OEA, d'accéder à des fonctionnalités avancées comme le regroupement de transactions, le parrainage des frais de gaz, des frais de transaction et l'authentification par mot de passe. Il ajoutera temporairement un code de contrat intelligent pendant une transaction sans modifier l'adresse ni le fonctionnement du portefeuille. Actuellement, Ethereum distingue les comptes externes et les contrats intelligents, mais l'objectif est d'unifier ces deux types de comptes pour offrir beaucoup plus de flexibilité. L'account abstraction permettra aux utilisateurs de définir des limites de dépenses et de récupérer leur portefeuille en cas de perte de clé. Un des exemples d'account abstraction les plus cités et les plus parlants, c'est le fait de pouvoir se connecter à son portefeuille avec par exemple son compte Google. Chez Ethereum, la norme de l'account abstraction, c'est l'ERC 4337 et il nécessitait la création de nouveaux portefeuilles, ce qui compliquait l'adoption. Le IP 7702 simplifie cela en améliorant les portefeuilles existants sans migration complète, ce qui devrait faciliter son adoption. Cependant, certains estiment que cette solution intermédiaire pourrait ralentir la transition vers un account abstraction complète sur Ethereum. Concernant les autres upgrades, on retrouve le IP 2935 qui consiste à fournir des anciens hash de blocs depuis l'État. Cette proposition améliore Ethereum en permettant aux contrats intelligents d'accéder aux hash de blocs passés directement depuis l'état de la blockchain, c'est-à-dire les données stockées en mémoire, comme les soldes ou les variables des contrats. Il faut savoir qu'avant, un contrat intelligent ne pouvait accéder qu'au hash des 256 derniers blocs. Au-delà, c'était impossible sans passer par d'autres solutions. Et avec l'EIP 2935, Ethereum enregistre certains de ces hashes historiques directement dans l'état, ce qui les rend accessibles même longtemps après. Donc ça permet par exemple à un contrat de vérifier un ancien événement on-chain, prouver qu'un bloc a bien existé ou créer des mécanismes plus avancés comme des
preuves de validité ou des oracles on-chain. Concrètement, pour les développeurs, c'est un outil très utile pour créer des applications décentralisées plus puissantes. Et pour l'écosystème, c'est un pas vers les clients sans état, à savoir une version future d'Ethereum où les nœuds n'ont plus besoin de stocker toute l'histoire de la blockchain car tout est prouvable dynamiquement. Ensuite, l'EIP 2537, c'est une mise à jour qui facilite les calculs mathématiques complexes utilisés dans la cryptographie de type preuve à connaissance nulle. Cela améliore la performance des applications et des rollups utilisant cette technologie, ce qui est particulièrement important pour la sécurité et la confidentialité des transactions. Pour finir avec l'EIP 7549, donc, qui consiste à déplacer le committee index hors de l'attestation. Cette modification change la façon dont les informations des validateurs sont envoyées en déplaçant un certain détail, donc le committee index, hors des messages d'attestation. En fait, ça va réduire la charge sur les nœuds du réseau et rendre le système plus efficace en réduisant les coûts de transmission des données. Voilà pour la mise à jour à venir de Pectra sur Ethereum. Comme je vous l'avais dit, c'est assez technique, mais en gros, l'objectif, c'est d'augmenter la performance d'Ethereum, de rendre également Ethereum plus accessible pour tout le monde, de rester attractif pour les Layer 2 et de faciliter le travail des développeurs. Ensuite, concernant la mise à jour Fusaka, ça devrait être un petit peu plus rapide, donc un démarrage qui est prévu probablement fin 2025, peut-être début 2026. Ce qui me fait penser que ça peut être reporté, c'est que pour le moment, du coup, c'est encore en discussion, même s'il existe un consensus sur le fait que l'objectif principal de Fusaka sera le peer DAS, donc la Data Availability Sampling, et Ethereum Object Format, l'OEF, et donc on va aller voir un peu plus en détail en quoi ça consiste. Alors on va commencer par Peer DAS, c'est une nouvelle technologie prévue dans Ethereum via l'EIP 7594 pour améliorer la façon dont les données sont partagées et stockées sur le réseau. Aujourd'hui, les nœuds doivent télécharger toutes les données de chaque bloc, ce qui les rend lourds à gérer et limite la participation. Avec Peer DAS, les nœuds ne partagent qu'une partie des données, tout en s'assurant grâce à des preuves cryptographiques que l'ensemble reste bien disponible. Ça rend Ethereum plus rapide, plus léger à utiliser et mieux adapté aux solutions de seconde couche comme les rollups. En rendant la gestion des nœuds plus accessible, Peer DAS aide à renforcer la décentralisation et à faire évoluer le réseau vers une meilleure échelle. L'EOF, c'est une mise à jour importante qui va réorganiser le fonctionnement de la machine virtuelle Ethereum, l'EVM. Elle vise à rendre les contrats intelligents plus faciles à comprendre, plus sûrs et moins gourmands en gaz. Concrètement, l'EOF apporte une meilleure séparation entre le code et les données, des contrôles plus stricts au moment de la création du contrat pour éviter les failles, une optimisation du code pour réduire les frais de gaz et un système de gestion du code plus clair pour faciliter les évolutions. Aujourd'hui, les contrats déployés sur Ethereum manquent de structure, ils doivent être validés à chaque exécution, ce qui ralentit le réseau et complique l'ajout de nouvelles fonctionnalités. L'EOF corrige cela en validant le contrat dès sa création et en permettant d'identifier facilement la version du code, ce qui est essentiel pour faire évoluer Ethereum, notamment avec des changements profonds comme la compte abstraction qu'on a évoqué tout à l'heure. Au final, cette mise à jour rendra les contrats plus sûrs, plus faciles à écrire pour les développeurs et plus fiables pour les utilisateurs. Alors maintenant, si on prend un peu de recul par rapport à toutes ces mises à jour et qu'on envisage le futur d'Ethereum, dans ce rapport de Binance, il propose un extrait d'un discours de Vitalik qui dit que pour rendre Ethereum plus rapide, on pourrait essayer de tout faire sur la couche principale, donc le L1 Ethereum, en augmentant beaucoup la limite de gaz, au lieu de passer par des solutions de seconde couche, mais ce choix ferait perdre une grande partie de ce qui fait la force d'Ethereum aujourd'hui, à savoir une communauté qui innove dans tous les domaines, que ce soit la recherche, le développement ou les nouveaux usages. Il vaut mieux donc continuer à développer les L2, mais en veillant à ce qu'elles tiennent vraiment leurs promesses et qu'elles rendent Ethereum plus rapide, accessible et efficace pour tous. Petite parenthèse, quand on parle d'augmenter la limite de gaz, il s'agit d'augmenter le nombre de transactions possibles par bloc et donc augmenter sa capacité et sa scalabilité. Mais cela peut poser un problème puisque ça va
potentiellement alourdir la charge des nœuds, réduire la décentralisation, ralentir la propagation des blocs. Bref, ça règle pas tous les problèmes et c'est pour ça que Vitalik préfère se tourner vers les solutions de Layer 2. Alors étant donné qu'Ethereum s'est engagé sur une feuille de route de scaling vers les Layer 2, comme on le disait, cela soulève des questions sur sa compétitivité à long terme en tant que couche de disponibilité des données, de data availability, ainsi que sur sa capacité à capter de la valeur de manière durable. Ici, on voit un graphique avec l'évolution de sa capacité de données, Duncan, Pectra, Fusaka et une fois que ce sera déployé en full dunksharding. On est donc ici sur la cible de capacité et en noir on a la capacité maximale. Maintenant, si on compare à ses concurrents que peuvent être EigenDA ou NearDA ou encore Celestia, ici on a pris donc ETH en mode Super Saiyan, en full développé, en full amélioré on va dire. Donc à 1,365, on est encore assez loin des concurrents cités ici. Alors est-ce que ça veut dire que Ethereum n'a aucune chance du coup face à ses concurrents? Le rapport met en avant que la sécurité reste un facteur important pour garantir l'exactitude des données, qu'Ethereum, donc comme on l'a vu tout à l'heure, compte 1 million de nœuds, potentiellement la quantité devrait réduire, mais on sera quand même sur plusieurs centaines de milliers. Il faut savoir qu'il y en a 100 aujourd'hui sur Celestia, 117 pour EigenDA, ce qui en fait le réseau le plus décentralisé de très loin. Et un autre élément en faveur d'Ethereum, c'est qu'on pourrait penser qu'un débit de données aussi élevé pourrait ne pas être nécessaire, étant donné que la demande réelle ne correspond pas au débit théorique visé par les Layer 2. Pour finir, on va parler de l'augmentation de la valeur de l'ETH. Dans un article sur le scaling d'Ethereum en 2025 et au-delà, Vitalik a mentionné plusieurs stratégies pour permettre à Ethereum de conserver et accumuler de la valeur. Le premier point, c'est que l'actif ETH doit être considéré comme la monnaie principale à la fois de la L1 et des L2. Donc les L2 doivent être encouragés à utiliser l'ETH pour payer une partie des frais et envisager une nouvelle tarification du marché des blobs, soutenir les rollups basés sur la première couche pour permettre à Ethereum de capter de la valeur via la MEV, donc l'extraction maximale de la valeur. La MEV en anglais qui signifie Maximal Extractable Value, c'est l'argent que les validateurs peuvent gagner en réorganisant ou en insérant des transactions dans un bloc pour en tirer profit avant que ces transactions ne soient validées. C'est une stratégie de front-running qui est très courante. Concrètement, comment ça se traduit? Un validateur qui voit une transaction avec un gros volume, un gros montant sur une crypto, peut placer un ordre à son compte juste avant d'achat. Ensuite, il y a la transaction donc avec le gros montant qui passe et ensuite lui, il passe une transaction où il revend. Il a acheté moins cher donc avant que la transaction qu'il a vu arriver passe et il revend ensuite une fois que le cours a monté, vu qu'il y a eu un achat important dans mon exemple, et c'est comme ça qu'il va extraire du coup de la valeur. Selon Binance Research, les points 1 et 2 nécessiteraient l'adhésion des L2 qui doivent adopter une position du coup alignée sur Ethereum. Ethereum ne contrôle pas la manière dont les L2 souhaitent contribuer au L1 au-delà des frais de disponibilité des données. Alors bien qu'Ethereum demeure aujourd'hui une garantie de premier ordre et qu'il soit largement utilisé par tous les L2, il pense qu'il se tourne donc vers Ethereum en tant que deuxième crypto en termes de capitalisation boursière, mais que si la valeur d'Ether continuerait de baisser, de sous-performer d'autres cryptos, les L2 pourraient commencer à réévaluer donc leur choix de Layer 1 et potentiellement du coup Ethereum perdrait sa position de garantie de premier ordre. Concernant le point numéro 3 sur les blobs, sur le choix d'Ethereum de s'engager donc avec les Layer 2, donc ça a été un succès plutôt franc. Cependant, cela a signifié beaucoup moins de frais sur Ethereum, donc qui est devenu inflationniste depuis l'introduction des blobs dans l'EIP 4844. Autrement dit, les L2 font évoluer Ethereum de manière très efficace, mais à un coût trop faible. Il est donc possible de réévaluer le marché des frais de blobs pour redonner de la valeur à ETH, mais ce sont des entreprises qu'on peut qualifier de rationnelles et elles pourraient être sensibles au prix et se tourner vers des alternatives moins coûteuses si les frais minimums de blob sont trop élevés. Donc il va falloir trouver un juste milieu pour que tout le monde s'y retrouve. Ensuite, concernant les based rollup, donc le point 4, ils devraient théoriquement bénéficier
de la L1 d'Ethereum en termes d'accumulation de valeur, étant donné que les frais liés aux activités de séquençage et les MEV associés peuvent être captés par la L1. Parmi les exemples actuels de Based Rollup, on peut citer Taiko. Le succès à long terme de cette option d'accumulation de valeur dépend du nombre de Based Rollup qui existeront et du volume et du type de transaction que la L1 séquencera. Comme on peut le voir ici, Taiko a contribué à hauteur de quasiment 12 millions de dollars en frais l'année dernière avec seulement 33,63 gigas de données publiées. En revanche, Base n'a contribué qu'à hauteur de presque 5 millions de dollars en frais à Ethereum en tant que L1, malgré 275 gigas de données publiées. Tendance similaire observée pour Arbitrum et Optimism. On constate donc des avantages avec une approche basée sur la contribution des frais, même si l'échantillon est restreint. Le rapport met également en avant qu'il est important de noter que la mise à l'échelle L1 via des based rollup sur des déploiements n'est pas une priorité absolue pour le moment. Seuls les peer DAS et les EOF ont été prévus pour la mise à jour Fusaka pour, donc on l'a vu, la fin d'année. Dans l'ensemble, pour capter de la valeur, Ethereum est confronté donc à des défis pour capturer cette valeur dans le cadre de son approche de mise à l'échelle actuelle. En adoptant la vision de la mise à l'échelle des blockchains de deuxième couche, une grande partie des frais et de l'activité MEV a été transférée au layer 2, qui n'est pas tenu de retransférer la valeur à Ethereum à son layer 1. Ethereum a cédé donc une part importante de ses frais et de son activité. Bien que les frais de disponibilité des données puissent être ajustés pour accroître la valeur d'Ethereum, il s'agit essentiellement d'un produit de base exposé à la concurrence de sociétés telles que Celestia, NearDI ou EigenDI, comme on l'a vu tout à l'heure sur le graphique. Binance conclut son rapport en disant qu'Ethereum demeure la plus grande plateforme de contrats intelligents et de valeur totale sécurisée et possède l'écosystème de développeurs le plus dynamique et que d'une certaine manière Ethereum a été victime de son succès. Il considère qu'Ethereum n'a pas été en mesure d'évoluer aussi rapidement que d'autres concurrents alternatifs de première couche. Quel que soit l'avenir, il ne fait aucun doute qu'Ethereum a ouvert la voie à toutes les plateformes de contrats intelligents et a connu des innovations révolutionnaires comme la finance décentralisée, les NFT, etc. De la transition vers la preuve d'enjeu à la mise à niveau de Chapella et maintenant aux prochaines mises à jour Spectra et Fusaka. Tout ce qu'a réalisé Ethereum en tant que réseau décentralisé open source est remarquable. En ce qui me concerne, j'ai découvert Ethereum en 2017. Ça faisait pas très longtemps que le projet était lancé. Si on regarde sur les graphiques, on a vu des hausses absolument folles, mais aussi des baisses extrêmement violentes et douloureuses. Actuellement, on est dans une correction assez profonde. L'ETH n'a pas fait de nouveau sommet sur ce cycle, ce qui est extrêmement décevant en termes de performance du jeton. Pour autant, est-ce que Ethereum est mort? Je ne pense pas du tout. En tout cas, fondamentalement, le projet continue de se développer, qu'il y ait de la concurrence qui prenne des parts de marché, je trouve que c'est aussi normal. Cette vidéo est déjà bien trop longue pour aller voir sur les graphiques ce qui se passe sur ETH. Si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur ETH, vous pouvez regarder tous les lundis, je fais un point de marché et je passe généralement l'ETH en revue. Je pense qu'actuellement, dans sa stratégie, l'Ethereum Foundation mise sur les Layer 2, il ne se concentre pas encore sur la valeur et l'utilité que pourrait avoir ETH et pourrait lui faire prendre de la valeur. Ce n'est pas leur priorité, mais je n'ai pas trop de doute sur le fait que ça le devienne un jour et que ETH retrouve des couleurs. Évidemment, je peux me tromper, ce n'est que mon avis et je vous invite à me faire savoir quel est le vôtre. L'espace commentaire est fait pour ça. C'est une vidéo un petit peu différente de ce que je peux proposer d'habitude, donc je vous laisse me dire en commentaire également du coup ce que vous en avez pensé. Je vous donne rendez-vous rapidement pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.